François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-François-du-Lac, dans l'ancien palais de justice, Oui. maintenant hôtel de ville. Je suis avec Dominique Charette, qui est un des membres du comité organisateur des fêtes du 350e, et il va rougir en me l'entendant dire, mais José Bussière, qu'on va recevoir aussi en entrevue, m'a dit que c'était un pilier du comité. Voilà, il rougit. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, 350 ans d'histoire, ça peut surprendre, ça peut être étonnant. Nicolet a fêté cet anniversaire-là l'an dernier, mais bon, c'est une municipalité d'une plus grande taille, fait que c'est peut-être moins étonnant. Mais là, de voir Saint-François-du-Lac qui, l'année suivante, 350 ans également. Alors, comment on peut expliquer ça? Comment c'est arrivé tout ça? Là, que tout ça s'est développé un peu en même temps? Bon, on peut remonter au 17e siècle, à l'époque quand Louis XIV a décidé de reprendre le contrôle de la colonie pour arrêter d'en faire une colonie comptoir et de la transformer en colonie de peuplement. En fait, on s'est bien rendu compte que laisser le développement d'un territoire à l'entreprise privée, la Compagnie des Sans-Associés, c'est un échec. Alors, Louis XIV a dit, ben, je prends le contrôle de la colonie. Il en a fait une colonie royale, administrée par le ministère de la Marine, par ses intendants qu'il va envoyer ici. Et bien, justement, il va y avoir du ménage qui va être fait et toutes les concessions seigneuriales qui ont été faites à des seigneurs qui n'étaient pas ici, qui ne vivaient pas en Nouvelle-France, bien là, ça va changer désormais. On va dire, bien, tu as une seigneurie. Feu et lieu. Il fallait tenir feu et lieu. Tenir feu et lieu, tu dois occuper ta seigneurie. Et c'est ainsi que bien, la concession de Nicolette va être créée. L'embouchure de la rivière Saint-François aussi. Si on continue le long du fleuve, Verchères, Varennes aussi va fêter le 350e anniversaire cette année. Alors, c'est tout un territoire, finalement, là, les actes de concession vont être signés. Et c'est ça le point de départ, finalement, qu'on fête. Il faut tenir en tête que le territoire était peuplé bien avant la signature du contrat d'acte de concession. Donc, en fait... Mais peuplé, l'ennui ici, c'est que c'est des terres basses. Sur la Rive-Nord, il y avait des positions fortes. Oui. Alors, ça a été fondé en premier. Là, quand on parle de Québec, Trois-Rivières, Ville-Marie, Montréal, la topographie des lieux, ça a fait en sorte... Parce que c'était les guerres iroquoises, tu sais. Oui. Bien, parlons des Amérindiens. Ce sont les Abénaquis qui pouvaient dire être les premiers à être ici depuis des millénaires. C'était des populations de passage. L'archéologie nous démontre qu'il y a eu des établissements ici pendant des siècles. Alors, il faut tenir compte de ça. Au fond, ce qu'on célèbre de 350 ans, c'est juste un acte signé sur papier qui va obliger le seigneur à venir habiter et à concéder des terres pour le peuplement euro-canadien ou européen. Alors, c'est une façon de découper l'histoire. On décide que cette date-là... À un moment donné, il faut choisir. Et là, quand on dit, bon, le seigneur signe, s'installe, mais il n'était pas installé ici. Là, on est dans le village. On est quand même en amont sur la rivière. Là. Donc, ça s'est passé. Puis, c'est logique parce que les transports à l'époque, ben, c'était vraiment le chemin qui marche, le fleuve. C'était les cours d'eau. Donc, ça ne s'est pas passé ici, dans le village qu'on connaît actuellement de Saint-François-du-Lac. Le village original était au secteur actuel de Notre-Dame de Pierreville. C'est là que le manoir seigneurial était. C'est là que l'église était aussi. Et il va y avoir eu un fort, une fortification qui va être construite autour des années 1687 jusqu'au début du 18e siècle, 1700-1710, pour la protection. Parce que justement, on est dans un contexte de guerre iroquoise, les guerres franco-iroquoises. Donc, et là, en plus, ces années-là, 1680, on est dans la troisième guerre franco-iroquoise. C'est là que le seigneur Jean Crevier, justement, lors d'une bataille, va se faire capturer et va être transporté comme prisonnier et va mourir en Nouvelle-Angleterre. Donc, ça jouait dur. C'était très difficile. Puis là, on a fait la même chose. On a adopté même des gens de la Nouvelle-Angleterre qu'on a amenés prisonniers ici. Donc, ça jouait dur des deux côtés. Oui, là. Et c'est pour ça que les Abénaquis se sont installés ici. C'est le gouverneur Frontenac qui va leur autoriser de l'arrivée, mais ils venaient de Nouvelle-Angleterre. Les Abénaquis ont été chassés de Nouvelle-Angleterre à cause des guerres qui se faisaient là-bas avec les populations, les colons anglais. Alors, ce sont des réfugiés qui vont venir ici et que vers l'an 1700, ils vont s'installer
un peu plus haut dans la rivière à l'embouchure, Ouais. et ils vont vraiment être des alliés militaires. Ils vont protéger cette voie de communication-là d'un côté. Alors, le partenariat entre les colons euro-canadiens et les Abénakis, ça remonte au tout début de l'établissement de Saint-François-du-Lac. Et on a fait des raids ensemble, les Abénakis et les colons français, Oui. en Nouvelle-Angleterre, et puis ça a été des événements assez sanglants, on va dire. Oui. Mais étrangement, bon, on est tous allés en villégiature dans le Maine. Oui. Ils se rappellent moins des Français que des Abénakis. Ouais. Peut-être parce que, bon, ils aiment bien notre argent du tourisme, là, mais ils n'ont pas de rancœur envers nous, mais quand on parle des Abénakis, tu sais, ça les travaille un peu. Oui. là. Oui. Ne faut pas sous-estimer le choix des mots quand on parle des alliés militaires autochtones. On parle de puissants alliés et en même temps, lorsqu'on parle des populations Mohawk, iroquoises, on parle de puissants adversaires. Pendant toute la deuxième moitié du 17e siècle, en fait, je disais tantôt que 1680, on est dans la troisième guerre franco-iroquoise. Les gens sortaient armés d'un fusil. C'était dangereux aller labourer sa terre. Ouais. On ne savait pas si, à l'orée du bois, il y avait un parti iroquois qui se cachait, qui pouvait venir ce qu'on appelle faire un hit and run, c'est-à-dire attaquer, partir, disparaître. Ouais. Alors, c'était très violent comme société, c'était très dangereux. Honnêtement, moi, j'aurais pas aimé vivre à cette époque-là. J'aurais pas aimé vivre à cette époque-là. L'espérance de vie n'était pas aussi longue qu'aujourd'hui. Puis ça a fait en sorte que ça nous a préparés, ça nous a formés à une autre sorte de façon de faire la guerre. Oui. Fait que quand arrivaient là, les combats sur des étendues dégagées là, en ligne, Ouais. ben ici, c'est pas comme ça que ça marchait. Ça marchait. Fait qu'il y en a qui ont pogné de quoi parce que ici, c'était les embuscades, c'était les... Oui, le modèle de guerre européenne ne marche pas dans une forêt en Amérique du Nord. Clairement. Alors, c'est bien beau dans un champ dégagé où tu as deux armées une en face de l'autre qui se tirent dessus, mais les populations autochtones n'adopteront jamais ce modèle de bataille rangée-là. Et c'est peut-être un avantage, c'est les Canadiens qui vont adopter le modèle de guérilla autochtone. Oui, ça c'est bien un apport ou un métissage culturel entre les Français et les Autochtones. Là. On leur doit d'avoir modernisé les tactiques de combat ici en Nouvelle-France. Est-ce qu'on a pu, j'imagine qu'il y a des cartes qui nous ont permis de le faire, situer à Notre-Dame-de-Pierreville où étaient là, les premiers bâtiments, justement, bon, le manoir seigneurial? Oui. La plus ancienne carte qu'on aurait, la carte de Gédéon de Catalogne, a été faite en 1709. L'emplacement est approximatif du fort Crevier. On a le découpage des lots avec les noms des concessionnaires, ceux qui ont été les propriétaires des lots. Mais on ne peut pas remonter pour dire effectivement la maison était construite là. On sait que les bâtiments étaient approximativement là. Mais là, il faudrait des archéologues, il faudrait continuer à faire des fouilles. Il n'y a plus aucune trace, là? La majorité des bâtiments étaient construits en bois, Ouais. donc c'est un matériel périssable, ça pourrit. Si on est chanceux, peut-être qu'on pourrait trouver la fondation d'une ancienne église qui était en pierre. La pierre est plus résistante, plus solide, peut rester dans le sol plus longtemps, puis on pourrait retrouver les fondations. Mais pour l'instant, là, j'ai pas, de mémoire comme ça, j'ai pas connaissance qu'on sache précisément. S'il y a eu de la culture, ben, il y en a eu parce qu'il fallait être autonome à cette époque-là. En tout cas, l'exemple que j'ai de Saint-Angèle-de-Laval sur le coteau, maintenant c'est une forêt, en tout cas à certains endroits, mais il y en a moins qu'il y en avait de la forêt, mais la façon de savoir que ça a déjà été cultivé, c'est qu'à un moment donné, il y a une ligne de pierre empilée. OK, fait que il y a eu une terre ici, même si maintenant je vois un arbre mature, ça a déjà été cultivé, puis ça, c'était la ligne du terrain. Oui, ça se peut. Ça se peut fort bien. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça à Notre-Dame-de-Pierreville? Bien, à ce que je sache, non, parce que je ne me suis pas concentré sur l'archéologie du territoire. Je dois dire que je suis un nouvel arrivant dans le village. Ça fait seulement 4 ans que j'habite ici, mais ce que je dis tout le temps, à chaque fois, à chaque année, c'est je trouve ça fascinant de voir la quantité d'histoire qu'il y a au kilomètre carré. Ouais. Juste pour l'anecdote, quand je creusais pour faire mon jardin, je suis tombé sur des retailles, une pipe en argile. Oh. Et je l'ai nettoyée, une belle pièce de pipe en argile, tu sais. Est-ce qu'elle a travaillé? Oui, elle a été... puis en parlant avec quelqu'un de la place ici, il me disait que jadis, il y a longtemps, il y avait une fabrique de pipe en argile ici sur la rive. Okay. Je ne sais pas elle est où, je ne sais pas où elle est, mais un élément d'histoire de plus à retracer. Puis en parlant comme ça avec un citoyen, le gars, il me disait « Ouais, mais moi, quand j'ai creusé mon jardin, j'ai trouvé un boulet de canon. »
Oh! Alors OK. là, on se pose la Ouais, question, ouais. c'est quand la Ouais. dernière fois qu'un boulet de canon aurait été tiré, on pourrait remonter jusqu'à la conquête, là. Ben, le siège de la mission, mais même là, ça n'a pas été un siège. Les hommes n'étaient pas là, fait que les femmes et enfants ont été massacrés. Là, fait Ouais, que- ouais. Ben, c'est peut-être le dernier événement majeur où il y aurait eu Ouais. une guerre, où les boulets de canon auraient été utilisés. Mais trouver ça par hasard sur son terrain en creusant son jardin, je trouve ça impressionnant. Wow. Peut-être un souvenir de guerre de. Peut-être un aussi, milicien, un oui. milicien qui. Oui, oui. Rien ne dit que c'est un canon qui l'a tiré. Ça se peut que ce soit Ouais. quelqu'un qui l'ait ramené dans sa poche. Oups. Oui. Alors là, ben, il y a eu des fouilles pour un fort parce que les Abénaquis se sont dotés d'une archéologue, Oui. Mme Trévaux. Oui. Puis il y a eu des fouilles pour un fort. Est-ce que c'est un fort sur la rive est ou sur une des îles? Il est où ce fort-là? Il serait situé sur ce qu'on appelle l'île du Fort. Bon. Ça tombe bien. Ça va bien. Ça tombe bien. Il serait précisément... bon, la rivière, il y a un canal qui fait un coude comme ça à Notre-Dame-de-Pierreville. Il serait là. Aujourd'hui, il y a un monument commémoratif sur un rocher là, avec une plaque qui parle du fort Crevier. Encore là, voyez-vous, moi, je n'ai pas de plus d'informations à savoir si on sait précisément où il est. C'est un milieu habité aujourd'hui, hein, Ouais. donc il y a des maisons qui sont construites par-dessus, les terrains sont occupés. Ouais. Alors, je n'ai pas d'informations à savoir si les ruines sont encore là, puis si elles sont dégagées ou visibles. Là, on parle comme ça des temps lointains. Là, mais... Premièrement, vous êtes historien de formation ou Je suis historien de formation, je suis aussi professeur d'histoire de géographie au Cégep. à quel endroit? Ça s'appelle le Collège La Salle, c'est OK. situé à Montréal. Parfait. Là, vous dites, bon, résident récent, vous êtes de où à la base? J'ai vécu le plus longtemps à Sherbrooke. OK. Alors, je suis né ailleurs, mais j'ai terminé mon adolescence puis j'ai fait mes études universitaires à Sherbrooke. Donc, c'est fascinant parce que Sherbrooke a une université, bon, le département d'histoire qui travaille beaucoup sur l'histoire des cantons de l'Est. Alors, je connais beaucoup la rivière Saint-François. Bon, ça passe à Sherbrooke, tu sais. Mais curieusement, la rivière Saint-François arrête vers Drummondville. Donc, j'avais jamais étudié, genre, le reste de Le bas l'embouchure. Saint-François. Ouais. Et là, c'est là que je trouve ça fascinant parce qu'au fond, c'est la même rivière. Tu sais. Ouais. Alors, il y a une connexion à faire pour compléter l'histoire et la géographie. D'ailleurs, qu'est-ce que le bas Saint-François? Ben, c'est... Ouais. Il y a un flou. Ouais. C'est en connexion avec le flot de l'eau. Oui. Alors, le bas, c'est comme le bas de la rivière. Et si on remonte la rivière, on va Ouais. vers le haut de la Oui. rivière. Donc, le haut Fait Saint-François Fait existe. qu'on dit monter à Sherbrooke puis descendre à Notre-Dame. Exactement. Ouais. On suit le courant de la Oui. rivière. Donc, le haut Saint-François est plus à l'embouchure de Saint-François, vers le lac Saint-François. Et là, ici, nous, on arrive à la fin. Donc, là où la rivière fait un delta pour se jeter dans le lac Saint-Pierre. Ouais. Donc, on est au bas de la rivière, au bas Saint-François. C'est géographique. Il commence où, le bas? Le bas Saint-François, oh mon Dieu! Faudrait voir le découpage administratif aujourd'hui là, pour Parce voir. que là, il y a la régie des déchets, qui est du Bas-Saint-François, tout ça, mais ça comprend quand même des municipalités qui sont à l'intérieur des terres. Tu sais. Ouais. Ça fait donc, c'est un terme un peu générique qui a été utilisé à différentes sauces, puis à un moment donné, on en perd notre latin. Là. Oui. Oui. Ça, c'est... Plus le village est vieux, plus on se Ouais. rend compte qu'il y a une superposition de découpage administratif. Quand on fait l'histoire de la place, on fait l'histoire de la seigneurie, de la municipalité, de la paroisse, de la région administrative. Ouais. Alors là, Bas-Saint-François, c'est un découpage parmi d'autres là, qui se superposent. Ouais, faut défaire le pâté chinois. Ouais. Donc, ben, Dominique Charette, lui, parce que les historiens se spécialisent généralement sur une période de l'histoire. C'est sûr Ouais. qu'un prof doit avoir une bonne vue d'ensemble, mais naturellement, là, quelle période de l'histoire? Là, on dit qu'à Sherbrooke, c'était plus à partir de la colonisation des cantons de l'Est, mais quelle période qui fascine le plus? Ouais, ça, c'est curieux, hein? Moi, la période qui m'intéresse le plus, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors, je suis pas dans mon Oups! champ. Oui, c'est ça, c'est le cas de le dire, je suis dans le champ. Ouais. Mais en fait, je découvre encore plus. Puis je trouve ça fascinant parce que, puisque j'enseigne la méthodologie de recherche Ouais. au Cégep, j'ai l'occasion de faire de la méthodologie, c'est-à-dire de faire la pratique d'historien Ouais. sur le terrain, avec des découvertes qu'on a, avec des... Puis c'est le b.a.-ba du métier d'historien que j'applique là. Ouais. Puis je trouve ça fascinant.
Puis là, travailler avec des... Ben, il y a déjà des livres qui ont été écrits, mais on le sait, l'histoire du Québec a d'abord été écrite par les curés, par les bons. Fait que des fois, ça donne des choses... Bon, on a l'histoire de paroisse, finalement, ou en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas les aspects croustillants, tu sais, de l'histoire. Fait qu'il y a ça ici, il y a des livres... Oui, oui, le livre de référence est écrit par l'abbé Thomas Charland, qui était un prêtre. Et que, voilà, la majorité de ces sources, ce sont des sources religieuses, des sources ecclésiastiques. Puis, c'est là le défi, quand on lit un livre comme ça, c'est, au fond, il faut lire ce qui est écrit, mais il faut aussi savoir... À travers les lignes. Voilà, exactement. Puis, moi, j'ai fait quelques recherches parce qu'il a écrit une note en bas de page à propos d'une grande série qui était sur cette rive-ci. Et bon, c'est fascinant parce qu'on a retrouvé un document on a une représentation graphique de la scierie qu'on appelait la scierie des Américains. Parce que le propriétaire et des ouvriers étaient américains. Ouais. Et là, ça vient un peu changer la dynamique. Là, on est dans le 19e siècle, au démarrage industriel dans le Bas-Canada, des années 1840-1850. Il y avait une industrie ici, puis une industrie structurante parce que ça attire des travailleurs. Puis des travailleurs qui avaient une opportunité d'emploi autre que de travailler dans les terres agricoles. Ouais. Alors, ça vient dynamiser un peu ça change l'histoire. Là, ça urbanise un peu. Un noyau villageois autour de la Syrie, voilà. Et là, on fait de l'histoire socio-économique. L'histoire économique n'est pas écrite dans les archives religieuses, et c'est ça, quand on lit une histoire écrite par un clerc, il a passé vite sur ces détails-là, donc c'est là qu'on peut réécrire l'histoire, tout dépendant des sources et les angles qu'on utilise. Donc, il y a encore à faire, là. L'histoire n'est pas terminée. Fait qu'il y a le livre de l'abbé Charland, mais depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'est écrites? Oui, il y a eu un livre considérable qui a été écrit pour le 325e anniversaire. Okay. C'est un livre de plus de 600 pages. C'est un collectif ou... Oui, c'est un collectif. Je n'étais pas là, malheureusement. Je ne pourrais pas aller en détail sur comment ils l'ont fait, mais il y a beaucoup de généalogie. Puis voyez-vous, c'est encore là un autre angle d'approche. Il faut le faire aussi, ça. Ça fait partie des choses qui... Oui. Ça fait partie des étapes du travail de l'historien. Oui. Puis c'est un autre angle d'approche aussi, c'est-à-dire partir des familles, puis les généalogies familiales. C'est aussi une autre façon de faire l'histoire de la place. Donc, il y a plusieurs angles d'approche possibles pour faire l'histoire d'un lieu. Okay. C'est fascinant. Donc là, sur le comité... Oui. Vous êtes l'historien de service. Oui. Donc là, dès qu'on se pose une question, là, les regards se tournent vers vous. C'est un certain poids à porter, là. Oui. Bien, moi, je me fie à ce qui est écrit. Je me fie aux livres, je me fie aux archives. Je n'invente pas l'histoire. Puis, en toute humilité, je dois dire que l'histoire ne m'appartient pas. Ouais. Ce que je fais, c'est que j'amène seulement un peu de méthode, un peu de méthodologie. Critiquer la fiabilité des sources, contre-vérifier aussi l'information. C'est pas parce qu'on a trouvé une information écrite une fois que nécessairement c'est la vérité. Ouais. Alors, il faut mettre en contexte, il faut contre-vérifier. C'est le travail de l'historien, finalement, là, de valider l'information avant de la transmettre publiquement pour dire voici, c'est les faits. Est-ce qu'il y aura une publication dans le cadre des fêtes? On n'aura pas le temps de faire une publication écrite. Par contre, on travaille sur un balado. Oui. Oui. Il va y avoir un balado qu'on va proposer un circuit autoguidé de 15 points d'intérêt. La majorité des points sont dans le noyau villageois actuel, mais il y a aussi des points excentrés qui vont nous amener à l'île Saint-Jean, qui va nous amener aussi dans le secteur Notre-Dame-de-Pierreville et qui va nous amener à la halte Abenaki Spring et l'autre côté vers les écoles de rang. Donc, il y a différents points comme ça qu'on va pouvoir faire. On peut le faire en voiture, on peut le faire à cheval, même si la majorité des points peuvent se faire à pied même ici dans le village. OK. L'importance de l'île Saint-Jean dans toute cette histoire-là? Bien, l'île Saint-Jean, selon les livres, l'île Saint-Jean s'appellerait au nom du premier seigneur, c'est-à-dire Jean Crevier. Oui. C'était là aussi qu'il y a eu une concession de terre avec les premiers censitaires. On peut remonter en 1687 pour retrouver une occupation euro-canadienne. Donc, c'est habité depuis longtemps. Mais aussi, il faut revenir avec l'histoire du 20e siècle, parce qu'il va y avoir un personnage important dans l'histoire qui s'appelle Roméo Leblanc, qui était prêtre dans la paroisse, qui va fonder le camping de l'amitié, le camp de l'amitié, excusez-moi. Et ça va être un lieu de villégiature, ça va être un lieu que les gens vont trouver ça agréable d'aller là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui,
c'est vraiment un autre secteur très dynamique en développement, l'île Ouais. Saint-Jean, et que ça l'attire. Il y a une activité là, il y a Ouais. une activité. Alors, c'est la marina, le camping de l'Amitié existe encore, donc il y a vraiment eu quelque chose de développement là. D'ailleurs, un des petits ponts, le pont qui a été construit pour se rendre à l'île Saint-Jean s'appelle le pont Leblanc, en hommage de ce prêtre-là. Ah, OK. Excusez-moi, c'est pas Roméo Leblanc, c'est Lucien Leblanc. OK. Lucien Leblanc. Oui, Lucien Leblanc. Bien, quand même, on parle aussi de l'hôtel à Benaki Springs. Oui. Donc, il y a eu ça, en fait, depuis assez longtemps. Oui, bon, à un moment donné, les gens habitaient, mais là, ben, vous en êtes l'exemple vous-même, là, de villégiateurs qui finalement s'installent. Oui. Fait qu'il y a des gens qui sont attirés par ben, les îles, les cours d'eau, tout Ouais. ça. Donc, le camp devient un camping, puis... Oui. Oui, ça va grandir, ça va grossir. Il y avait des chalets, mais maintenant, il y a des résidences permanentes, là. C'est agréable aussi de circuler, de voir ça, là. Ouais. Donc, oui, c'est un autre secteur qui fait partie de la municipalité aussi, là. qui Juste va se quand l'eau développer. monte que c'est un petit peu moins agréable, là, parce qu'il y en a qui ont les pieds dans l'eau. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous savez que les gens vont s'y adapter à cette réalité-là. Hein. On me racontait que les cabanes à sucre construites dans ce secteur-là sont montées sur pilotis. OK. Parce que justement, l'eau monte à toutes les années. Donc, On ne veut pas tout refaire à chaque fois. Là. ben voilà. Donc, il y a une construction intéressante. Et même, certains hangars dans lesquels les gens pouvaient construire des chaloupes le faisaient à l'étage. Et il y avait une ouverture que Ouais. les gens sortaient leur chaloupe quand l'eau était Quand l'eau haute. était haute. Ça, c'est de l'adaptation, ça. Ben oui, parce que sinon, t'es mal pris. Ouais. Là. C'est un petit détail de l'histoire locale qui vaut la peine d'être mentionné. Parlons du comité. Ouais. Donc là, je pense que vous êtes arrivé sur le comité assez tôt. Ou en tout cas... On m'a appelé l'année passée, en mars 2022. OK. Ouais. Puis on m'a dit, es-tu intéressé? Tu sais, comme je disais, là, je suis arrivé en 2019, puis si on fait le calcul rapide, 1673, 350 ans, ça nous amène en 2023. Donc, j'avais donné mon nom comme ça à la municipalité pour dire, ben si vous faites un comité pour les festivités du 350e, je suis intéressé. Puis ils m'ont rappelé. Alors, je suis très heureux comme ça de m'impliquer comme ça, là, bénévolement. Je pense que vous êtes assez nombreux sur ce comité-là. On est, c'est José qui va pouvoir confirmer, là, mais on est à peu près 5-6 réguliers. OK. Oui, réguliers, ouais. Est-ce que vous êtes confié des responsabilités, des tâches? Oui. Oui, on se divise les tâches. Bon, voyez-vous, c'est moi qui ai proposé le balado, donc c'est moi qui le fais. Mais on est aussi une équipe de gens, de collaborateurs qui travaillent là-dessus. Je suis bien content de voir des gens plus jeunes que moi aussi qui s'investissent et qui trouvent ça intéressant. On a une jeune fille, une descendante du seigneur Jean Crevier. OK. Alors, je lui ai dit, ben écoute, je vais te laisser faire le point d'intérêt sur le fort Crevier. C'est elle qui a fait la recherche, qui a monté l'information, puis c'est elle qu'on entend, c'est sa voix Wow. qu'on entend dans le balado. Donc, ça vaut la peine donc de lui laisser cet espace-là. Comme étant descendante du Seigneur, sa famille est ici depuis longtemps. Là. Je trouve ça OK. impressionnant. Donc, le balado, il est fait. Oui, il est fait. On va avoir deux versions. On a une version en anglais, une version en français. La version en français, à ce moment-ci, elle est terminée. Oui. On travaille encore à terminer la version en anglais. OK. Et l'important ici, c'est je veux avoir une ronde de vérification. Donc, on va le rendre accessible pour un comité restreint de VIP qui vont pouvoir le regarder, qui vont pouvoir vérifier, valider et me dire si la façon que je présente les choses, c'est bien fait, s'il y a des erreurs factuelles. Comme je disais, moi, l'histoire ne m'appartient pas. Il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi, donc je m'attends à avoir leurs commentaires pour vérifier si tout ce que je dis est conforme. Est-ce qu'il y a des gens de l'ouvrage collectif du 325e là-dedans? La responsable de l'ouvrage collectif est décédée en décembre l'année passée. Et ça, je trouve ça très regrettable parce que j'aurais voulu lui parler. Je pense que certains ont aidé. Certains ont entendu parler, certains ont aidé. J'ai reçu de l'information de certains aussi. On est allé interviewer un couple du secteur de l'île Saint-Jean, justement, qui était bien impliqué pour le 325e. Alors là, ils sont des sources d'information pour le 350e. Donc, je pense que c'est une continuité, mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses de demander aux citoyens de participer parce que c'est leur village, c'est leur communauté. Oui.
OK. Donc là, puis pour les voix là, en anglais, vous allez faire comment? On va prendre des gens de la place. OK. On prend des gens de la place. Pour avoir entendu ce qui se fait en français, moi, je trouve ça beaucoup plus agréable parce que c'est des gens d'ici qui parlent. Puis, juste par exemple, quand on parle de l'ancien couvent, donc c'était un couvent-école pour jeunes filles, eh bien, c'est la voix d'une jeune fille qu'on entend. OK. Alors, ça cadre parfaitement avec l'objet d'étude. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de prendre des gens de la place pour parler de leur histoire, et c'est ce qu'on fait. Une cohérence, là, puis... Oui, une logique. C'est un peu plus difficile de trouver des voix en anglais de la plus haute qualité possible. On travaille là-dessus. On va réussir. Puis là, on fait ça en anglais parce qu'on veut qu'il y ait un tourisme anglophone qui vienne... Oui, le balado nous permet d'être en connexion aussi avec d'autres balados qui existent dans la région. OK. Alors, si la personne clique sur le balado de Saint-François, il va avoir des suggestions en disant « Vous aimeriez aussi connaître le balado qui a été fait pour Sorel, pour Drummondville, pour les municipalités environnantes. » Et là, ben, veut pas, le balado est un circuit à la fois historique, pédagogique et touristique. Alors, il y a une clientèle variée qui va pouvoir l'utiliser. Je sais qu'il y a des anglophones qui habitent ici. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'Américains qui viennent faire des recherches généalogiques, qui viennent dans le cimetière pour dire « J'ai des ancêtres qui viennent de Saint-François-du-Lac. » Et que là, eux, leur famille a quitté le Québec depuis des générations, mais ils reviennent parce qu'ils sont intéressés à trouver leurs racines. Alors, si on leur propose quelque chose en anglais, ça va juste bonifier l'offre, puis ça va attirer encore des gens qui vont en savoir plus sur l'histoire. OK. À Nicolette, il y a eu Saint-Bartholomew, puis il y a un cimetière anglican. Est-ce qu'il y avait un équivalent ici? Est-ce qu'il y avait une communauté? On parlait tantôt là, de la Syrie des Américains. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont restés, qui sont installés? Est-ce qu'il il y a les Schooners, ça c'est un nom Schooner, c'est américain d'origine... ou plus c'est européen? Ça serait d'origine allemande. Allemande, OK. Je ne pourrais pas me prononcer plus C'est sans savoir. ceux qui sont venus, les mercenaires qui sont venus dans les guerres là, avec l'armée anglaise. Oui, il y a eu des Allemands comme ça, mais je ne pourrais pas me prononcer à savoir si Schooner viennent de ces mercenaires-là. Ce que je sais, c'est que le territoire de la municipalité actuelle où ce qu'on est a fait partie pendant un temps de la seigneurie de Saint-David, qui était la propriété de seigneurs d'origine allemande, les Wurtele. Jonathan et David Wurtele. Oui, il y a une ferme qui se porte ce nom-là, je pense. Et il y a le cimetière des Wurtele aussi, OK. qui a été revampé, là, ouvert pour qu'on puisse aller voir les pierres tombales, puisqu'il était d'origine allemande, il était protestant, il ne pouvait pas être enterré dans le cimetière catholique. Mais les Wurtele, donc, existaient. Et j'ai retracé certains noms à consonance anglophone. Sherman Converse, Samuel K. Whitmore, Edward Dunn, que je pense étaient des Américains qui travaillaient à la Syrie ici. Et là, c'est là qu'on fait des découvertes en histoire. Hein. Dans les lignées généalogiques qui existent dans le livre du 325e, il y a une famille qui ont une grand-mère qui s'appelait Whitmore. Oh. Alors, j'avais déjà énoncé l'idée que si on regarde les arbres généalogiques, ça se peut que certains puissent retrouver des noms américains dans leur généalogie. J'en ai trouvé un. OK. Il y en a d'autres encore à trouver. L'histoire ne s'arrête pas là. D'accord. Est-ce qu'il y aura une conférence? Parce que là, vous avez la langue bien pendue, mon cher. Y aura-t-il une conférence pendant le 350e? En tout cas, à ce que je sache, c'est pas prévu. On va faire un lancement. Okay. Il va y avoir un lancement parce que la population va être invitée. Je vais laisser le balado parler de lui-même. OK. Oui. Si on veut qu'on fasse une conférence, ben OK, ça va me faire plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas prévu à la programmation qu'il y ait une conférence sur l'histoire. Parce qu'en regardant la programmation du 350e, je vois qu'il y a quand même l'aspect culturel qui est mis de l'avant. Il y a des places, là, ça va être du sport, ça va être d'autres genres de loisirs. Oui. Ici, la culture est importante. Oui. Oui. Je parle d'histoire depuis tantôt parce que c'est mon dada, mais l'histoire n'est qu'une facette de la vie culturelle. Faut aussi aller voir autre chose. Là, c'est intéressant avec le balado parce qu'on propose un circuit qu'on appelle de la géographie historique, c'est-à-dire qu'on fait de l'histoire à partir d'un point où il y a quelque chose à voir. Oui. Ouais. Mais il y a toute une partie intangible, une partie immatérielle de l'histoire, comme les contes, les légendes, la musique,
les recettes de nourriture, comment les gens cuisinaient. Et c'est tout ce patrimoine-là aussi qui est plus difficile à représenter en lieu, qu'on veut mettre de l'avant aussi. Ça fait partie de l'histoire. Les histoires, les musiques, les contes et légendes. Donc, on a ramassé aussi beaucoup d'informations. Puis, on va être capable de présenter en d'autres activités, d'autres façons de présenter les choses. Mais il va y avoir aussi cette facette-là culturelle, de patrimoine culturel qui fait partie des célébrations du 350e. Il y en a d'autres très peu d'histoires en ce moment sur le territoire ici? Je pense que oui. Y a-t-il des conteurs? Oui. Je sais qu'il y a un conteur franco-abénaki. Oh. Je suis allé recueillir des contes et légendes qu'il m'a transmis. On travaille sur un parcours pour illustrer des contes et légendes du Bas-Saint-François. Okay. Moi, c'est comme ça que je le vois. On fait la célébration de l'histoire du Bas-Saint-François parce que sinon, faire l'histoire de Saint-François-du-Lac, c'est juste faire l'histoire d'une rive de la rivière. Ouais. C'est un peu illogique. Alors, le Bas-Saint-François est appelé à participer et à collaborer aussi à parler de l'histoire, les traditions, la culture. Alors, ce que je trouve agréable, à ce que j'entends là, parce que je ne suis pas partout dans le comité, partout à la fois, là, mais on fait appel à la Maison des jeunes, on fait appel aux jeunes de l'école primaire pour illustrer des contes et légendes, et ce sont là le fruit de leur travail qui va être mis de l'avant pour qu'on puisse parler du conte, pour qu'on puisse faire un ancrage avec la réalité. Si on raconte, exemple, la légende des Torons ou la légende de la dame, la statue qui a été volée lors du raid du Major Rogers, ouais. Ben, il faudrait qu'on puisse avoir quelque chose pour le représenter. Alors là, ce sont des jeunes qui s'occupent de faire ça. Puis moi, j'en suis très fier de voir que de tous les groupes d'âge, toutes les tranches de la population sont appelées à participer, à collaborer, puis à ce que je vois jusqu'à présent, ça fonctionne. Okay. J'en suis très fier. Est-ce que cette statue-là est réapparue dans un musée en Nouvelle-Angleterre? Pas à ce que je sache. Non? Pas à ce que je sache. C'est peut-être dans un grenier quelque part de descendants de Rogers? Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle serait peut-être encore ici, sur le territoire. Ah! Cachée. Trop pesante, on la laisse derrière. Bien, c'est ça l'histoire, hein? C'est que quand les Anglais sont venus piller, massacrer et brûler, ils ont ramassé un butin. Sauf que les hommes abénakis, avec les Français, lorsqu'ils ont su le pillage et la destruction du village, ils étaient enragés. Ils ont pourchassé les Anglais. Et là, les Anglais, dans leur poursuite, justement, ils ont dû se débarrasser de choses inutiles. Le raid a eu lieu en 1759. En 1827-28, on a retrouvé un encensoir sur une île de la rivière Watopeka à Windsor. Oh. Là, on est à une centaine de kilomètres d'ici. Là. Ouais. Et on est 75 ans après le raid et on aurait retrouvé autre chose. Il y aurait aussi une autre peinture religieuse qui a été retrouvée à l'embouchure de la rivière Magog, à Sherbrooke. Et là, on est au 19e siècle. Là. Donc, ils ont fait un long chemin puis ils se sont débarrassés de choses pendant longtemps. Et là, ben, c'est la légende, parce que j'ai aucune trace archéologique pour le prouver, mais la légende raconterait que la statue, elle a été gardée, elle a été enterrée ici, cachée, puis elle serait peut-être encore sur le territoire. Ça fait partie de la légende. Et ça, c'est une partie de l'histoire qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution parce que c'est encore très, très sensible pour la communauté abénakise. Oui. Puis voyez-vous, comme on disait tantôt, là, l'histoire ne m'appartient pas. Ce que je peux faire, c'est inviter les autres qui en connaissent à venir partager les morceaux d'histoire, qu'ensemble, on puisse avoir le fin mot de l'histoire là-dedans, mais qu'il faut justement prêter oreille à ceux qui en savent sur ces histoires-là pour qu'ils puissent la partager, qu'ils puissent la raconter. Faire l'histoire du Bas-Saint-François, c'est un projet collectif. C'est comme ça que je le vois. Parlant de collectif, mais là, bon, Odanak, j'imagine la mission, tout ça, il y a une autre date, là, tu sais, fait que eux autres, il y a un autre rythme de célébration Mais Pierreville, oui. Pierreville, ça doit être sensiblement, tu sais, de la façon dont c'était organisé, la première seigneurie, tout ça. Oui. Pierreville n'aurait pas pu embarquer dans le... C'est pas... ça n'aurait pas été crédible là, au niveau... Tout à fait. Une date de fondation. Oui, tout à fait. Bon,
Pierreville était une seigneurie au tout début Ouais. qui avait des terres des deux côtés de la rivière. OK. Et le premier seigneur de Pierreville, c'était Laurent-Philippe, dit Lafontaine-Outaouais, qui avait sa terre et ses bâtiments à l'île Saint-Jean. OK. Donc, il n'a jamais habité dans la seigneurie de Pierreville, il habitait à côté du seigneur Crevier, même qui était dans la seigneurie du seigneur Crevier, mais c'était un seigneur qui avait une seigneurie. Et la seigneurie va se développer, va commencer à se peupler au début du 19e siècle. Et ce qui va marquer un tournant dans l'histoire de Pierreville, c'est lorsque la paroisse va se diviser en deux. La paroisse de Saint-François-Xavier possédait les deux rives de la rivière. Mais il va y avoir des chicanes. C'est un chapitre complet dans l'histoire du livre, j'ai pas le temps. Mais finalement, il y a un curé qui va diviser la paroisse en deux et créer Saint-Thomas de Pierreville. Et c'est là qu'on mélange les deux, la municipalité, la paroisse, mais l'essor même de Pierreville va être avec l'Église et la paroisse. Mais si les seigneurs cohabitaient, puis on peut comprendre, sont sur une île, c'est plus facile à défendre. Oui. Le nombre, tu sais, mais oui. L'union fait la force. Oui. Là. Donc, ça aurait été quasiment logique de partager cet anniversaire-là. Oui. Là, on est dans du aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. L'historien, on peut blâmer l'historien en dire qu'il vit dans le passé, parce que c'est vrai, hein, je vis dans le passé, mais il faut ancrer l'histoire avec les impératifs du présent. Pour l'instant, c'est... Le découpage administratif. Voilà, voilà. C'est la municipalité de Saint-François qui veut célébrer 350 ans. Ouais. Ça, c'est aujourd'hui. Mais... Comme je le disais, mon interprétation à moi de professeur d'histoire et de géographie, c'est que ça en vient ridicule de célébrer 350 ans juste de la rive gauche de la rivière. Ouais. Il faut considérer les deux rives. Et c'est ce que je fais dans mon balado. En introduction, je le dis aussi qu'on touche autour de la municipalité de Saint-François parce que tout est connecté finalement. Ouais. Et les jeunes Notre-Dame de Pierreville seront les bienvenus, comme ceux d'Odonac, comme ceux de Pierreville. Tout à fait. Tout à fait. Et les autres municipalités aussi autour, Yamaska, Saint-David, on peut élargir avec d'autres cercles. Oui, c'est festif, tout le monde est bienvenu. Alors là, je vois la passion qui s'est animée en vous en parlant de tout ça. Bien, de villégiateur, quand est-ce qu'on s'installe à demeure? Oui. Ben, il va falloir que ma conjointe et moi, on décide de quitter nos emplois à Montréal. C'est pas gagné. C'est une période où on a besoin de monde partout. Oui. Fait que pour faire des transitions, c'est une bonne période actuellement. Oui, puis le télétravail aide beaucoup, beaucoup aussi. Bon, il y a des réalités. Je pense que tant qu'on va encore avoir nos emplois à Montréal, on va devoir partager l'occupation ou ce qu'on est là-dedans. Mais quand même, ça nous permet de venir ici régulièrement puis de voir toutes les saisons ici qui sont magnifiques. Hein, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc, on est bien satisfait du choix qu'on fait, là, même si on voyage régulièrement. D'accord. Si je peux permettre un petit détail, on a retracé quelques miliciens qui ont fait partie de bataillons de volontaires durant la guerre de 1812. Oh. Il y en a un qui est enterré, c'est marqué sur sa pierre tombale, qui a fait participer à la guerre de 1812. On en a retrouvé d'autres aussi. Ouais. Alors, on peut faire l'histoire militaire d'une région. Tu sais, on parlait tantôt de tout dépend comment on aborde les sources. Ouais. On pourrait faire l'histoire militaire de Saint-François. Puis là, on parlerait du Fort Crevier, les compagnies franches de la marine, les Abénaquis qui étaient ici. On pourrait faire l'histoire religieuse. Ouais. C'est déjà fait. L'histoire religieuse, la paroisse, l'église, le couvent, le presbytère. On pourrait faire l'histoire économique. On pourrait faire l'histoire socio-économique. Tu sais. Alors, on n'a pas fini de creuser l'histoire de la région. Il faut juste faire des choix. Ça va être un beau terrain de jeu. Tout un terrain de jeu, oui. Puis aussi, il y a évidemment tous les seigneurs qui sont, en fait, des anciens soldats du régiment de Carignan, ou des officiers. Il y a tout ça aussi. Oui, officiellement, on n'a pas de mémoire comme ça, je ne pense pas qu'il y a eu d'officiers du régiment Carignan-Salière, mais... Dans le coin ici? Dans le coin ici, il y a eu des officiers des compagnies franches de la marine. Okay. D'ailleurs, Laurent-Philippe, sa veuve, va épouser un certain Antoine Plagnol, qui était capitaine des compagnies franches de la marine, qui a été officier gérant le fort Crevier. Okay.
Et lui, la petite anecdote est que il a été surpris par des Iroquois. Il a passé un sacré mauvais quart d'heure pourchassé par des Iroquois, puis il a réussi à s'enfuir. Et quand il est revenu chez lui, il a décidé de construire une palissade en bois autour de sa maison et de ses dépendances. Donc, pendant un certain temps, on dit qu'il y a eu 2 forts à l'embouchure, le fort Crevier et le fort Plagnol, qui était en fait sa maison avec une clôture en bois autour. Mais c'est ça, c'est le contexte qui expliquait qu'il a voulu se défendre. Donc, un terrain en friche pour un historien. Oh, oui. Donc, en tout cas, ce sera peut-être à la retraite, mais il y a encore de quoi creuser. Bien, alors, puis c'est une belle occasion, l'année du 350e, tout à fait. pour au moins commencer à déblayer le terrain. Puis, bien, tu sais, en toute modestie, c'est fait. Oui. L'histoire est faite, les gens connaissent l'histoire. Moi, je trouve ça fascinant de parler à des gens qui peuvent sortir des détails. OK, les gens connaissent l'histoire. Puis, en toute humilité, c'est ça que je dis. Moi, l'histoire ne m'appartient pas. Tout ce que je fais, c'est amener un peu de méthode pour pouvoir la rendre accessible aux gens et que les gens puissent l'adopter ou mieux la comprendre. C'est le professeur d'histoire qui parle, là. C'est mon travail. Alors, je n'invente rien. Bien, on a hâte de voir votre balado, de l'écouter, en tout cas. Oui. Puis de pouvoir profiter là, du travail que vous avez fait. Puis, ben, en tout cas, si jamais il n'y a pas de conférence, les gens pourront écouter cet entretien qu'on aura eu, alors sur Télécœur. Ben, en vous remerciant beaucoup. Merci. Dominique Charette, professeur d'histoire, membre du comité du 350e anniversaire de Saint-François-du-Lac. On vous souhaite une belle année de festivités. Merci beaucoup.